Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 380 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, place au trophée à la sauce Basket Lab, nos trophées bizarres. On parle de trade, de free agency, de tanking, de surprise, etc. Avec aujourd'hui le retour de Alex de Trash Talk pour nous aider. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve cette année encore pour faire les trophées du Basket Lab, des trophées un peu à la sauce bizarre, vous allez voir, les trophées 2025. Et on reçoit quelqu'un qui était déjà là avec nous l'an passé pour ce format. Quelqu'un qui, en début de saison, s'est dit, bon, à chaque match décevant de Phoenix, je vais boire un coup. Et donc, désormais, il s'est inscrit pour une greffe de foie. C'est Alex de chez Trash Talk. Comment ça va, Alex ? Salut Guillaume. Bah écoute, ça va bien, malgré la saison cataclysmique de mon équipe de cœur. Heureusement que je me suis pas mis à boire à chaque fois qu'il joue mal ou à chaque fois qu'il perd, parce qu'effectivement, je serais peut-être même plus là pour en parler, franchement. Ah ouais, c'est incroyable quand même, non, ce truc, cette saison. Incroyable, je sais pas. Incroyable, non, en fait. Enfin, je veux dire, j'ai écrit un billet en février, juste après la deadline, sur Matisse Bia, et quand j'ai écrit le billet, je me suis dit, putain, mais c'était quand même assez écrit. Je veux dire, la suite des événements est assez logique et a une conclusion actuelle qu'on voit en ce moment qui finalement, malheureusement, est assez logique, quoi. À force d'accumuler les petites et les grosses erreurs comme ça, ça finit par partir complètement en couille, quoi. Franchement, finalement, quand tu regardes les choses froidement avec un peu de recul, c'est pas si incroyable. C'est extrêmement triste, c'est une gestion catastrophique, mais quelque part, il y a une gestion catastrophique et un enchaînement d'erreurs qui nous amène là à, déjà une fin de saison dégueulasse, ok, sportivement parlant, et probablement un été bien crade aussi, probablement. Ouais. Bon après c'est pas grave, vous avez les choix de draft, donc ça va, non ? Ouais, non mais les Celtics ils vont faire que des trades perdants là, c'est quasiment sûr, parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Bref, catastrophe industrielle. Bon, comment ça va à part ça, Alex ? Bon, écoute, ça va bien. On se prépare pour les playoffs, pour tout un tas d'événements là qu'on a au printemps chez Trash Talk. Et c'est cool, moi c'est une période que j'aime bien. Début avril, le calme avant la tempête. J'adore cette période un peu où on sent que ça vient, quoi. C'est un peu pour ça qu'on adore le basket, la NBA, les playoffs arrivent. Et comme tu dis, pas mal de gros événements pour vous. Alors en ce moment, vous faites la tournée en toute la France pour des dédicaces. Il y aura de nouveau des matchs en des viewing parties en public comme depuis 2 ans, je crois, 2-3 ans. Ouais, ça fait déjà pas mal d'années qu'on le faisait. On avait arrêté pendant le Covid, mais là, on fait des grosses soirées maintenant, avec beaucoup de monde, donc c'est cool. Ouais, dans un grand cinéma, sur scène, etc. Et puis le retour aussi d'un événement, je sais que ça te tient à cœur, de l'incroyable Brocante Sport qui fait sa quatrième édition, c'est ça ? Ouais, 4e édition cette année, 4e édition parisienne de l'incroyable Brocante Sport. Toujours à Grande Contrôle, on est toujours dans le même lieu, on kiffe, on est bien là-bas, on a de la place. C'est vraiment un lieu qui est parfait pour organiser cet événement. Et cette année, quand même, la vraie grosse nouveauté, c'est que l'incroyable Brocante Sport s'exporte en dehors de Paris pour une première édition en dehors de Paris qui aura lieu à Villeneuve-d'Ascq, dans un lieu qui s'appelle le Grand Playground, qui est un lieu très cool, très sympa. En plus, Villeneuve-d'Ascq, terre de basket. Exactement. J'allais te dire, c'est en hommage au JO ou... C'est en hommage au JO. Ouais, en hommage à... Non, après, c'est les occasions qui font l'événement un peu. C'est-à-dire que on a été contacté par les gens qui gèrent cette salle. Enfin, c'est plus qu'une salle, c'est vraiment un lieu comme Grande Contrôle, un vrai lieu de vie dans lequel tu peux te balader, boire un verre, manger, enfin tu vois. Et nous, on aura d'autres brocantes au milieu. Elle sera un petit peu plus petite que celle qu'on fait à Paris, mais enfin, il va bien y avoir quand même entre 30 et 40 exposants en fonction de la place qu'ils prennent. On est en cours de finalisation du plan. Donc, comme d'hab, ça va être très cool. Du maillot, des chaussures, des casquettes, des écharpes, plein de sports différents représentés, des cartes, bien évidemment, un stand trash talk, un stand SoFoot, une bonne ambiance. Enfin, bref. Non, c'est vraiment des événements cool, des événements gratuits en plus. Le 18 mai à Paris et le 24 à Villeneuve-d'Ascq donc. Et pareil, au niveau des matchs, de play-off que vous allez faire en public, vous exportez aussi, ça y est, vous commencez à partir Lyon-Marseille. J'attends peut-être d'ici 10-15 ans que vous veniez dans un petit village de 500 habitants, c'est un peu la direction que ça prend. Voilà, c'est la direction que ça prend.
Ouais, c'est ça. On sort de Paris aussi avec les viewing parties. On vient aussi de exporter un autre projet là plus récemment en mars, où avec Bastien et Léonce, on est allé à Strasbourg et à Metz pour faire des apéros collector en public Oui, dans des salles, ouais. une salle de ciné à Strasbourg et une salle de musique, de concert à la base à Metz, de musique classique, où il y avait un peu plus de 300 personnes à chaque fois pour nous accueillir. Et c'était très très cool aussi ça. Donc voilà, ouais, ouais, carrément. Trash Talk passe le périph. C'est un peu l'idée, ouais. Trash Talk n'est plus intramuros. Bon, après, vous ne l'étiez plus déjà sur Internet, évidemment. Tout le monde est connecté. C'est vrai. Bref, Trash Talk, un bon petit média qui monte. Vous pouvez aller les aider, évidemment. Évidemment. Non, voilà, Trash Talk, toujours les énormes projets qu'on connaît, bien sûr. Je suis content, Alex, que tu aies accepté de nouveau cette invitation pour mes trophées un peu loufoques, un peu bizarres. Donc, les trophées habituels, vous les connaissez, MVP, Deepoy, etc. On va pas le faire aujourd'hui. Ça, on le fera peut-être plus tard. Vous allez le faire aussi de votre côté, je suppose. Ouais, on va faire les trophées à un moment ou un autre. Ouais. C'est ça, ouais. Ah ouais. Donc, pas de débat de MVP aujourd'hui, malheureusement. mais on va quand même peut-être aller dans ce sujet, puisqu'on a plein de trophées un peu en parallèle, justement, pour faire un peu différent d'habitude. Donc, vous allez voir, des joueurs offensifs de la saison, joueurs défensifs, comeback player of the year. On va parler de trade, meilleur et pire trade, etc., etc. Plein de petites catégories pour parler de la saison NBA un peu différemment et faire des trophées un peu différents. Alex, si tu es prêt, Ouais, je suis je prêt. peux te lancer pour notre première catégorie, le meilleur joueur offensif de la saison. Donc, on ne regarde pas la défense, mais que l'attaque. Qui est ton joueur offensif de la saison? Bah, Nikola Jokic, hein. Il y a d'autres Ouais, clients. Il y a d'autres clients. ouais, Je pense à Shai, évidemment. Je pense à Giannis Antetokounmpo aussi, dont le pouvoir offensif est, à mon sens, souvent bien trop pris pour acquis. Après, derrière, on change de catégorie. C'est vraiment dans ces gars-là que ça se joue. C'est probablement aussi dans ces trois gars-là. Enfin, c'est probablement ces trois gars-là qui vont être sur le podium, d'ailleurs, du MVP cette année, je pense. ouais, ouais. Euh, mais oui, non. Quand on parle de joueurs offensifs purs, déjà pour moi, Nikola Jokic doit être MVP encore cette année. Je pense qu'il ne le sera pas et que ce sera par exemple un autre joueur avec un bien meilleur bilan collectif. C'est la vie, c'est le jeu. Mais ça, c'est un avis personnel. Par contre, je trouve que si on ne parle que de joueurs offensifs, je pense que c'est impossible là dans tes trophées de ne pas le donner à Jokic. Voilà. Ouais. Je suis pas dans le Je suis un débat. peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Je sais que pour pas mal de monde, il y a un peu ce côté. Franchement, il est trop efficace. C'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que non seulement il est encore plus efficace, alors que tu vois, Shai aussi est dans des zones un peu historiques, hein. Pour un tel volume, il fait des trucs, je crois qu'il a plus 11, plus 12% d'efficacité relatif à la moyenne. Voilà, pour te dire, hein, des stars un peu normales sont autour des plus 5, tu vois. Donc là, on entre dans des zones à la Harden, à la Curry, Prime, LeBron, etc. Mais sauf que Jokic est encore plus efficace et je pense que tu seras aussi d'accord, mais il y a un surplus de création collective aussi chez Jokic, qui a peut-être un peu moins chez Shai, qui est un bon passeur, mais qui n'est pas au niveau de Jokic, qui est un peu numéro un partout, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que Shai score un peu plus que Niko Jokic. Shai a une capacité supérieure à Niko Jokic à mettre dans le vent sur le premier pas son adversaire direct, aller chercher des contacts et des lancers. C'est la marque des très grands attaquants, hein. Je sais qu'il y en a qui Ouais, vont dire oui, c'est un marchand de lancers francs et tout. Moi, je pense que c'est une des critiques les plus absurdes dans le monde du ouais, basket. ouais, ouais. Je connais pas un seul grand attaquant dans l'histoire qui avait pas beaucoup de lancers. Tu Oui, vois, enfin, en fait, si je dis des bêtises, en fait, si j'en connais un, il s'appelle Nikola Jokic. c'est ça. Curry et Jokic, c'est peut-être les deux Ouais, exceptions un Curry, peu, t'as mais, raison. mais, Non, mais Curry complètement. Curry très mal mais c'est des arbitré. anomalies. Nikola Jokic très mal arbitré. Nikola Jokic. Nikola Jokic, sous prétexte qu'il fait 2,10 m et qu'il pèse 115 ou 120 kilos, parfois il prend des coups sur les bras. Les arbitres font non, c'est bon, ça va, Ouais. tranquille. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Et tu sais, à tous les matchs, il a une griffure qu'il est obligé de soigner, on dirait, à chaque Non, bras. truc de fou. Forcément, le gars, il est tellement massif, tellement technique, il utilise tellement bien son corps avec un footwork tellement abusé et il met 30 points par match que les défenseurs essayent des trucs pour essayer de l'arrêter. C'est normal. Donc au scoring, moi, je le trouve complètement fou cette année. Les pourcentages au tir, c'est n'importe quoi. Ouais, L'efficacité globale ouais. de Niko Jokic, c'est n'importe quoi. Et il ajoute à ça une qualité de passe, pardon, mais enfin, juste, enfin, c'est une qualité de passe genre
le débat n'est même plus de savoir si c'est le meilleur pivot passeur de l'histoire. Le débat, c'est de savoir est-ce qu'il fait partie des meilleurs passeurs tout court de l'histoire. Ouais, en fait. ouais, je suis d'accord. Tu vois, genre j'aime bien le débat pivot passeur. Ouais, c'est vrai, on a vu Divac, on en a eu des pivots passeurs de grande qualité. Hein. Mais là, Niko Jokic, il est dans une autre catégorie. Niko Jokic, il est dans la catégorie, alors pas en volume pour l'instant, hein, mais s'il continue comme ça, il va y venir. Hein, mais il est en termes de qualité de passe et de ce qu'il peut proposer comme variété de passe, comme justesse du geste, c'est-à-dire que toi et moi, on a l'impression que c'est un geste loufoque. En fait, c'est un geste d'une efficacité absolue. Il est dans la catégorie Magic Johnson, LeBron, Jason Kidd, Stockton et compagnie. Il y est. Après, on verra si en volume il est tient sur la longueur, mais sinon, il est là. Ouais, et puis il y a toujours un truc de. Tu parlais de ça, là, le côté créativité, ça a l'air loufoque pour nous, mais j'aime toujours rappeler que pour moi, tu ne peux être créatif qu'à partir du moment où tu maîtrises parfaitement les fondamentents, en fait. Exactement. Et c'est justement parce que tu connais le cadre que tu sais comment en sortir. C'est pas n'importe quoi, en fait. C'est une maîtrise des fondamentaux géniale. Bon, bref, on pourrait passer 2 heures, surtout sur le basket là. Mais pour moi, ouais, meilleur joueur offensif, Guillaume, je te le dis cash, Nikola Jokic. Si demain je dois construire une attaque dans la NBA actuelle, je prends tout de suite Nikola Jokic. Et éventuellement, il y en a un autre là qu'on n'a pas cité quand même parce que sa saison est compliquée. Voilà, c'est quand même Luka Doncic. Ouais. Faut quand même pas déconner avec le Slovène. Il fait pas une grande saison régulière. Bon, il y a des raisons aussi, hein, le trade, etc. Et puis même avant, il a été blessé un peu aussi au mauvais moment. Mais... et tout. Ouais. Exactement. Bon, avançons, on le donne à Jokic, celui-ci. Oui. Plus intéressant, plus ouvert sans doute. Qui est pour toi le meilleur joueur défensif de la saison? On regarde que la défense. Donc le Deepoy. Le Deepoy, on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Autant meilleur joueur offensif, on peut pas dire c'est le MVP, mais le meilleur joueur défensif, on est d'accord. Ouais. Et on parle de niveau là. On parle pas forcément du trophée. On est d'accord en fait. Tu n'es pas obligé de respecter la règle des 65 matchs si c'est ta question. Oui. Victor Wembanyama alors. Ok, donc tu le donnes directement à Wemby dès cette année alors. Ouais. Je pense que s'il n'avait pas eu malheureusement la thrombose, le caillot de sang et tout machin, je pense qu'il l'aurait eu. Je pense que là on est en train de discuter de Draymond Green, de Lugensdorf, de Evan Mobley, de je sais plus qui d'autre qui est cité. Voilà, mais on discute d'eux parce que en début de saison, j'avais Jalen Suggs aussi, moi. Mais lui aussi s'est blessé. Je le trouvais incroyable dans le cadre d'une défense de Toronto, n'importe quoi, d'Orlando qui est vraiment très forte. Là, aujourd'hui, pour moi, le meilleur joueur défensif, je pense, que c'est déjà Wemby. Ouais, je pense, ouais. Wembanyama, Gobert fait pas une moins bonne saison que l'an passé, hein, pour le coup, même si... Non, Gobert est énorme. Hein. Mais je pense que Wemby, en fait, qu'est-ce que Gobert fait vraiment bien en défense que Wemby sait pas faire? Vraie question, hein. C'est pas pour diminuer l'impact de Gobert. Peut-être Gobert, il dirige un peu mieux les autres, tu vois? Peut-être, parce qu'il a plus d'expérience, et qu'il a vécu plus de trucs. Pour moi, il y a tout de même encore un côté où il y a plus de fondamentaux, de bons placements, etc. Mais c'est dingue de dire ça avec Gobert, Gobert lui-même est très grand, mais tu vas voir ce que je vais dire. Et là où Gobert est plus fondamentaux, etc., Wemby, il y a ce truc il a une marge d'erreur qui est énormissime, la plus grande de l'histoire de la NBA sans doute, et donc c'est pas le placement parfait, mais les bras sont tellement longs, la réactivité est tellement bonne, la fluidité, etc., que en fait, tu vois, il est déjà, par exemple, parmi les gros volumes de tirs défendus au panier, il est comme l'an passé, mais encore parmi les meilleurs. Il a moins 14% d'efficacité, de perte d'efficacité infligée au panier. Quoi. Donc on a ça qui est quand même énorme. Donc il y aurait Wemby, il y aurait Gobert, Jaren Jackson, Bam Adebayo. Tu pensais un cran en dessous Bam Adebayo cette année, c'est un cran en dessous cette année, ouais. Ouais. Ok. Jaren Jackson, Draymond. Gros client. Et après, là, on parle que d'intérieur. Moi, j'ai quand même un gros client extérieur, c'est Lugensdorf. Je voulais te poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec Lou Dort alors? Ouais, Lou Dort, je peux lui filer le 10 points cette année. Hein. Aucun problème. Je vois l'idée perso, mais j'ai un peu du mal parce que je pense qu'un arrière a forcément moins d'impact qu'un intérieur. En fait, ça ferait un peu comme une Marcus Smart 2020, c'était quoi, 23, quand il l'avait eu, pour le coup. Mais moi, j'aurais quand même tendance à prendre un intérieur personnellement. Et c'est vrai que vu que moi, allez, on n'a pas la règle des 65 matchs, on peut le donner à Wemby peut-être. Sans la règle des 65 matchs,
là, dans ta demande de trophée de meilleur joueur défensif, je pense tout de suite à Wemby parce que autant je suis d'accord avec toi, il y a encore un peu de taf effectivement sur certains fondamentaux, certains placements, certaines aides qui sont un peu tardives. Parfois, il prend des fautes malgré sa taille, il prend des fautes un peu bêtes juste parce qu'il est un peu en retard en fait, tu vois. Ok, Ouais, mais ouais, ouais. mais en fait, il vient d'avoir 21 ans et déjà, quand tu le regardes jouer, c'est très fort. Et il faut pas oublier autre chose, c'est pas ouf autour de lui. Il y a C'est des vrai. trous. Tu vois, par exemple, Ouais, ouais, ouais. Rudy, Gobert ou Draymond Green bénéficient quand même de vieux briscards défensifs ou de jeunes bien placés autour d'eux. Rudy, on se foutait de sa gueule quand il était au Jazz parce que sa ligne arrière, c'était un gruyère. Depuis qu'il est aux Wolves et que tu as des Anthony Edwards, des Jalen McDaniels, des gars comme ça et tout, tout de suite, on fait putain, c'est le deep boy. Tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Je trouve que Wemby a moins ça pour lui à San Antonio, même si avec le jeune Castle, on peut imaginer qu'il y ait des choses intéressantes qui se mettent en place. Mais parfois, moi, Keldon Johnson, Jeremy Sohan et tout, je souffle fort quand je regarde les Spurs jouer parfois. Tu vois, même Ouais, puis Vassell tu et vois, tout. même moi, il y a aussi un truc par rapport aux coéquipiers et même au coaching, au contexte, en fait. Tu vois, le Gobert, quand on essaie de l'éloigner du panier, quand son attaquant s'éloigne du panier, se met sur l'aile ou quoi pour l'empêcher, directement, t'as McDaniels ou t'as je sais pas qui vient qui dit non, non, switch, toi tu restes ligne de fond et moi je le prends Il le a mec pas qui est en ça, haut, Wemby. etc. Et Wemby n'a pas ça, exactement. Tu vois, il y a des matchs, Mm. notamment il y a un match à Boston, excellent coach Joe Mazzulla, équipe chirurgicale, les mecs ils l'éloignent du panier et il n'y a pas de contre-move, quoi. Il n'y a pas ces automatismes des bonnes équipes et des grands défenseurs qui sont, attends, Wemby redescend ligne de fond, moi je prends le mec en haut, etc. Quoi, ce genre de truc. Donc je suis d'accord, Wemby, ok, très bien, donnons-le à Wemby. Mm. Ok. Troisième trophée, enfin troisième et quatrième, ce sont les meilleures progressions. Et nous, sur le Basket Lab, on sépare en deux. Les progressions chez les jeunes et ensuite les progressions chez les vieux, grosso modo. Mais première catégorie, quelle est ta meilleure progression de la saison sur des contrats rookies? Donc moins de 4 ans en NBA actuellement. Il y a du client. Il y a du beau client. Je suis allé faire le tour vite fait pour être sûr que certains joueurs étaient encore contractuellement des rookies, tu vois. Genre Franz Wagner et Kate Cunningham sont contractuellement des rookies encore, hein. Exactement, un draft 2021, c'est la limite. Ouais. Gros 21, clients. 22, 23. Ouais. Les deux. Les deux sont des gros clients. Franz Wagner, parce que si c'était pas blessé au mauvais moment, il serait All-Star, je pense. Parce qu'il était vraiment en feu. Kate Cunningham, qui est devenu All-Star et qui a montré qu'il était un patron qui, ok, il se passe plein de choses intéressantes autour de lui, mais un mec autour duquel, en fait, tu peux bâtir des Pistons qui vont en playoff comme ça, là, du jour au lendemain. C'est quand même, je trouve, très fort. Mais tu vois, je pense que je vais le donner ni à Franz Wagner ni à Kate Cunningham, ce trophée-là. Ouais. Je pense que je le donne à Amen Thompson. Il était aussi sur ma liste, ouais, Pouah, effectivement. Amen Effectivement. Thompson, on se rend pas compte du délire. Bah, c'est-à-dire qu'il est passé de l'an passé, il y avait des flashs qui étaient incroyables, mais c'était des Ouais. flashs, à C'était des aujourd'hui, bah, flashs. c'est un titulaire d'une équipe de playoff qui est même top 2, C'est je pas une crois. équipe de playoff, les Rockets, c'est une C'est équipe ça, ouais. extrêmement dangereuse en playoff. Ouais. Donc je suis d'accord. J'avais aussi Amen Thompson qui était par là. Et tu vois, Cade, je pense que le cas est intéressant. Pas mal de monde Kate, quand même. vont avoir Cade en MIP. Je pense que la progression individuelle est moins grande que pour d'autres. Il y a aussi une question de contexte, mais alors lui a progressé hein, également. Mais tu vois, il y a des progressions qui sont peut-être un peu plus spectaculaires, je trouve. Tu vois, alors il y en a un, il part de tellement bas que en soi la progression, l'écart est énorme. Scoot Anderson, Ah ouais, 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 Scoot Anderson, tout à tu fait. vois, je suis quand même très rassuré par rapport à l'an passé, moi perso. Non, je suis d'accord sur Scoot. Même côté Rockets, alors j'avais plein de Rockets. J'avais Amen Thompson, j'avais Jalen Green aussi, que j'aime de plus en plus. Il y a un peu de passing qui arrive. C'est pas encore génial, c'est pas parfait, mais j'aime bien comment ça progresse. Tu vois, j'ai l'impression de voir un joueur un peu différent de l'an passé. Jalen Suggs aussi, que j'aimais bien dans ces jeunes. Non, il y en avait un que j'aime beaucoup aussi, c'est Max Christie. Je sais pas ce que t'en penses, mais qui est passé à Dallas et qui a un peu débloqué le côté création on-ball qui est pas mal, quoi. Ouais, T'es pas convaincu? c'est pas mal, c'est pas mal. Il est quand même derrière tous les mecs que tu. Non, il est derrière, il est très bien, hein, mais il est derrière tous les mecs. Il va m'en falloir plus, en fait. Ouais, ouais, C'est ok. un bout de saison, là. Non, il y a un autre gars que t'as pas cité, je veux bien avoir ton avis. Ouais. C'est Christian Brown. Christian Brown, Tu sais que c'est Christian vrai. Brown, bon, évidemment, tant de jeux qui explosent parce que il y a Kentavious Caldwell Pope qui s'en va et donc faut prendre la place sur le poste 2. Il a fait ça bien quand même, hein. J'ai l'impression que le niveau de jeu par minute passée sur le terrain est
pas si différent que ça, mais c'est déjà un step-up de passer de 20 minutes à gros titulaire 34-35, quoi. Donc en effet, c'est une progression. Je suis d'accord. Daniels aussi, Dyson Daniels. Ouais, Dyson Daniels, tout à fait, Dyson Daniels, tout à fait. Je voulais dire sur Christian Brown, ce qui est intéressant, c'est que augmentation de peut-être pas le double, mais un bon 70% de temps de jeu en plus, quoi. Ouais. Mais les points doublent, les rebonds augmentent fortement, tu as une meilleure création. Enfin, les pourcentages suivent carrément. Tu vois, j'avais un peu peur de ça, moi, pour Christian Brown. Je m'étais dit, oh là 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 là, si on lui donne tellement plus de tirs à ce gars-là, qu'est-ce que ça va donner, tu vois? Ouais. Ça va de ouf. Et donc, très belle progression de Christian Brown aussi. Mais moi, c'est Amen Thompson hein, sur ce trophée-là. Je suis d'accord, ouais. On le donne à Amen Thompson. Tiens, d'ailleurs, côté Rockets, j'aime bien aussi Tari Eason, qui devient viable offensivement, alors qu'il était moins avant. Non, dernière mention, Aldama, Santi Aldama à Memphis, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais juste le mentionner. Et donc, progression chez les vieux, entre guillemets. Quelle est pour toi la meilleure progression chez des contrats post-contrat rookie, donc plus de 4 ans en NBA déjà? J'ai pas mal de noms qui me sont venus. J'ai très vite pensé à Evan Mobley. Ouais. Non, il est fini son contrat rookie à lui. Tiens, j'ai pas vérifié. Draft 2021. Ah quoi, il peut rentrer dans les jeunes. Il peut rentrer dans les jeunes. Ouais, ça se trouve, il rentre dans les jeunes. Ouais, t'as raison. On peut le mettre Evan Mobley, mine de rien, cette année, la progression est sérieuse. Hein. Ouais, effectivement. Le côté offensif qu'on attendait peut-être pas autant et qui a un peu explosé. Ouais, je suis d'accord. Tiens, mais je me suis planté aussi. Moi, j'en avais un, mais il est de la même draft 2021. Denny Avdia, qu'est-ce que t'en penses? Denny Avdia, super. Énorme, super progression. Ouais. Mais lui aussi, il est encore en contrat rookie, lui je crois qu'il est 2021 comme draft, si je dis pas de bêtises, ou je me suis planté, mais bon, bref, on est dans l'esprit, on va dire. Attends, pendant qu'on se parle, je vérifie un autre gars. Est-ce que Jalen Johnson... Jalen Johnson, c'est pareil, hein. C'est pareil, il est pas mal du tout, Jalen Johnson. Chez les plus vieux, j'ai des noms à te proposer. Est-ce que ça compte Austin Reeves? Ouais, il a progressé, clairement. Ouais. Norman Powell? Ah ouais, t'es très vieux là. Ouais, mais n'empêche qu'il a progressé. Hein. C'est vrai que ça peut le faire. Après, est-ce qu'il est meilleur ou est-ce qu'il joue plus? Mais ouais, en même temps, tu me diras, faire la même chose sur plus de temps de jeu et de responsabilité, c'est une progression aussi. Voilà, en fait, moi, tu vois, dans ce cadre-là, j'aurais aussi également Peyton Pritchard. Exactement, j'allais en parler. Ouais. Je pense que Pritchard est quand même très très fort par rapport à l'an passé. Ouais. Plus gros rôle, plus de responsabilités, mais il les a mérités. Ouais. En fait, il est allé les chercher sur le terrain et quand on lui en a filé, il les a assumés. J'aime bien. 28 minutes par match, ultra efficace, Peyton Pritchard. Ouais, franchement, je pense qu'il est un des candidats. Il y en avait un autre aussi qui est sorti de nulle part, qui est un peu plus vieux, c'est Ty Jerome. Ça, je l'ai pas vu arriver celui-là. Moi non plus. Rookie aux Suns. Ouais, oui, c'est vrai. Sorti de Virginia à l'époque. Mais non, mais le mec, littéralement, c'était un journeyman, quoi, qui faisait rien. Et là, cette saison, c'est un vrai c'est un genre de basket. Ouais, c'est un peu fou. Donc on a dit qui? On a dit Avdia, ça passe chez les vieux. Norman Powell, Pritchard, on peut le donner à Pritchard, hein, cela dit celui-là. Pour moi, il est pour Pritchard. Je suis d'accord. Ouais, ça me va. Donnons-le à Pritchard alors. Très bien, voilà pour les meilleures progressions. 5e trophée, le Comeback Player of the Year. Le Comeback Player of the Year qui a existé, je crois. Tu me l'avais appris l'an dernier. Il existait fut un temps. Ça a existé, exactement, tout à fait. Et donc, c'est un joueur qui a peu ou pas joué l'an passé, qui est ton comeback player 2025. J'avoue que j'ai un peu galéré pour trouver là quelqu'un. Dans le sens où, à chaque fois que j'ai pensé à un nom, en fait, je suis allé voir et en fait, je me suis dit, oh bah non, ça va. En fait, le gars, il a quand même joué 60 matchs l'an dernier. C'est juste que le gars, il s'est un peu chié au mauvais moment, tu vois, ce genre de choses. En fait, exceptionnellement, je vais me permettre une mini entorse, mais mon gars ne remplit pas tout à fait tous tes critères. Ouais. C'est-à-dire qu'il a joué l'année dernière, mais en fait, encore une fois, il s'est blessé au mauvais moment, il a niqué la dynamique au mauvais moment, c'est Kawhi Leonard. Et alors que je pense que cette année, il est sur une trajectoire complètement inverse. Et je vais faire un petit pari. Je pense que c'est le comeback player of the year avec les playoffs qui va nous faire. Ah, ça serait bien. Ça serait bien qu'on l'ait enfin en playoff, quoi. C'est récemment. En fait, là, je sais pas si tu as regardé un peu les Clippers jouer dernièrement. Ouais.
Les Clippers jouent bien depuis le début de la saison. Clairement, ils jouent bien. Ils jouent bien, ils jouent avec ce qu'il a. Tyronn Lue, James Harden fait une belle saison. Zubac, c'est n'importe quoi sa saison. Les role-players sont efficaces et tout. Depuis qu'ils ont Kawhi, Kawhi est revenu au début, c'était compliqué. Il avait du mal à mettre 12 points par match. Il avait un peu de mal à bouger latéralement vraiment comme avant, quoi. Ouais. Là, je dis pas qu'on a retrouvé le Kawhi qui bouge aussi bien qu'avant, mais on a retrouvé un Kawhi très sérieux en défense, efficace. Ça reste Kawhi Leonard. Il est un peu moins rapide, un peu moins fort sur certains switches où maintenant il y a vraiment des jeunes hyper explosifs et tout. Il galère un peu plus, il a vieilli, mais on l'a retrouvé. On a retrouvé son influence, son intelligence, sa froideur défensive et surtout en attaque. Ça y est, on a Kawhi Leonard petit à petit là. Il a perdu en mobilité, il a gagné en puissance de buffle aussi. Hein. C'est quand même pas mal. Puissance de buffle, il va chercher les mecs au poste. Ouais. Il va, il est revenu dans des pourcentages au tir. Bon bah voilà quoi, Kawhi Leonard quoi, avec quasiment 50% au tir global, avec ça flirte avec les 40% voire plus au tir à 3 points, donc tu peux plus le laisser ouvert. Il travaille bien sur ses volumes. On est sur un mec en intelligence. C'est pas le plus grand provocateur de lancer de la terre, mais il sait les prendre au bon moment et tout. En gros, il y a très peu de déchets. On a retrouvé le Kawhi Leonard là petit à petit avec peu de déchets. Et sur des temps de jeu, pas toujours des temps de jeu de ouf, il commence à nous faire péter des prestations très efficaces. Il fait très très mal quand il est sur le terrain. J'ai hâte de le voir en playoff. Pour moi, on l'avait un peu oublié. C'est pour ça que je parlerai d'un comeback. Tu sais combien de matchs de playoff il a joué depuis sa blessure au genou en juin 2021 ? Je sais pas, 4. Exactement, il a joué 4. Ouais, voilà. Donc voilà. C'est quand même regrettable, quoi. Mais je suis d'accord, j'adorerais qu'il soit là le vrai comeback de playoff, quoi. Ça serait tellement génial. Moi, j'avais Ja Morant en facile, en fait, parce qu'il était pas trop là l'an passé. Ja Morant, il fait pas une grande saison, mais il fait une saison. Ça pouvait rentrer. Lamelo Ball aussi, d'ailleurs. Lamelo Ball, tu vois, qui a pas trop joué l'an passé. Il a joué un peu plus cette année, ça pouvait passer. Mais moi-même, j'avais envie de tendre le coup à mes critères de match. Garland, tu vois, qui l'an dernier jouait, mais en étant blessé et donc pas bon. Cette année, il est de retour, comeback, il est de retour à un bon niveau, je trouve même à un très très bon niveau, Garland. J'avoue. Après, il bénéficie d'un contexte collectif fabuleux, mais il y contribue, il y contribue. Donc non, Garland, c'est bien, c'est un bon... Je suis d'accord. Garland, je suis d'accord. Dans l'esprit, on peut dire, dans l'esprit du comeback de niveau, ouais. J'aime bien. Et donc, à l'opposé, après le comeback, le bye-bye Player of the Year, quelle est l'idée ? Le bye-bye Player of the Year, c'est un joueur potentiellement vieux, on se dit on est en bout de piste, c'est pas sûr que l'an prochain il soit en NBA, qui sont tes candidats pour le bye-bye Player of the Year? Merde, putain, j'avais pas vu que tu m'avais mis ça, tiens. Je peux te donner les miens alors. Je peux te donner les miens. Vas-y, parle-moi un peu. Dis-moi qui ça fait référence, un peu comme ça, je vais t'en trouver un. Ah, tu vas voir, ça va te venir directement. Bon, PJ Tucker est encore en NBA, mais je pense que l'an prochain le contrat est fini. Merci, bye bye, quoi. Je te confirme. Je me pose la question sur Kyle Lowry, ça sent un peu la fin Kyle Lowry quand même. Ça me fait mal de le dire, mais fort la fin. Je suis d'accord. T'as Joe Ingles qui est à Minnesota, mais il n'a pas réussi à craquer la rotation, comme on dit en anglais. Jordan aussi. Est-ce que DeAndre Jordan, il va faire encore une 8e, 9e année de backup qui n'est pas censé être en NBA, qui le sera encore l'an prochain? Je ne sais pas. C'est vrai, c'est pas sûr. Kevin Love à Miami. Thomas Bryant, non, il est encore jeune. Il est encore jeune, mais il est pas bon. Ça pourrait le faire. Il est pas bon. Kevin Love, ça peut avoir une tête de Jarrett, ouais. Kevin Love, c'est compliqué cette année. Ça joue plus trop, ouais. Et puis Jeff Green, j'avais aussi Jeff Green à Houston, qui... Bon, après, il joue pas parce qu'il y a 14 mecs de son profil devant, 14 ailiers défensifs. J'avoue, et athlétique comme il l'était lui il y a 15 ans. Quoi. C'est ça. Donc Tucker, Kyle Lowry, Ingles, Kevin Love, Jeff Green, J'aime Jordan. bien Kevin Love. Ouais, Kevin Love, tu penses? Ouais, j'aime bien. C'est pas mal. Bon, après, le évident, c'est PJ Tucker, mais il est plus vraiment en NBA, quoi, pour le coup. Voilà, PJ Tucker, je le comptais pas. En fait. Ouais, on est d'accord. Et puis, troisième, c'est le Watch Out Player of the Year. Donc, c'est un mec qu'on se dit, lui, l'an prochain, il va exploser. Voilà, c'est un peu l'idée. Il peut être jeune, il peut être moins jeune. Qui est ton Watch Out Player, non pas pour cette année, mais donc pour l'an prochain. On va voir parce qu'il va jouer les playoffs, mais je pense que Jalen Duren a une bonne tête de watch out player. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Cette année, c'est un peu en trompe-l'œil
parce que si tu regardes pas les matchs de Détroit, il score un tout petit peu moins en points par match. Ouais. Il prend un poil moins de rebonds, en rebonds par match également. Mais en fait, quand tu regardes les matchs, tu vois bien que son impact est nettement meilleur, notamment dans la gestion défensive de l'équipe. D'ailleurs, par contre, pour le coup, ça se voit un peu dans les stats. Il intercepte un petit peu plus, il bloque un petit peu plus. Surtout, Oui. il est mieux placé, il fait moins vite ses fautes, c'est plus intelligent. Du coup, ça lui coûte quelques petits rebonds, tu vois. Forcément, tu viens faire une aide et tout, t'es plus là pour être au rebond. Mais par contre, il n'y a pas eu de panier, tu vois. Ouais. Ça, j'aime bien. Deuxièmement, je trouve qu'il a bien progressé sur short roll derrière l'écran. Ça, j'aime beaucoup. C'est un vrai passeur, en fait, j'aurais pas forcément cru. Et comme il est en train de développer un petit push shot et tout, je pense que l'année prochaine, avec des Pistons qui vont mieux jouer, je pense qu'il va remonter, qu'il va plutôt être à 14 ou 15 points par match. Je pense que ça sera toujours un mec qui prendra beaucoup de rebonds. Et je pense que les Pistons peuvent bâtir autour de lui et d'un mec comme Osar Thompson, évidemment, ils peuvent bâtir une vraie défense. Je suis d'accord que, en plus, les pivots, ça met du temps à arriver à la maturité parce qu'il faut maîtriser Il est très fort. défensivement les angles, etc. Et comme tu dis, il a quoi? Il a 21, 22, je crois, à peine. Donc, Et puis alors athlétiquement, il n'y a pas de sujet. Hein. Il aura le ouais. niveau NBA de tout ce que tu veux. Il pourra jouer tout ce que tu veux. Il est grand, costaud, rapide, mobile. Il a de la détente. Enfin, c'est une dinguerie athlétiquement, Jalen Duren. Donc dans ces Pistons qui ont progressé, qui vont aller nous chercher à emmagasiner de l'expérience en playoff. On verra ce qu'ils font. On verra contre qui ils jouent au premier tour. On verra. On se doute que ça va peut-être pas être facile pour eux s'ils doivent se fader des équipes plus expérimentées, genre Pacers, Bucks ou des équipes comme ça, tu vois, ou Ouais. Knicks. On verra combien ils sont les Pistons à toute fin de saison. Euh, mais on se doute que ça va pas être facile. Mais ils vont emmagasiner l'expérience. Ils vont garder un noyau là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes sous contrat, donc je vois pas le management des Pistons faire des gros mouvements cet été. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense pas. Peut-être ils vont essayer d'ajouter une pièce ici ou là, mais ça va pas être des gros mouvements. Donc Jalen Duren va rester dans le noyau du projet. Je le vois bien débarquer l'année prochaine, gonfler à la confiance, avec du travail pendant l'été, des fondamentaux qui s'améliorent, et donc en gros devenir une sorte de beast, quoi. Ouais. Bah, je pense que ça, déjà, le fait de, par exemple, faire ce qu'il fait actuellement, mais sur 35 plutôt que 25 minutes par match, ce serait déjà un très beau step-up, Ça serait à mon énorme. avis. Parce que c'est un mec qui peut un peu tout faire sur un terrain comme tu l'as décrit. Donc ouais. Moi, j'aime beaucoup Stephen Castle aux Spurs, en mode Tu m'étonnes. exploser un peu plus, Super. tu vois. Mais après, tu me diras, c'est peut-être une progression logique chez des très jeunes de faire mieux en année numéro 2, numéro 3. À quel point on s'attend à ce que ça se poursuive, ou pas d'ailleurs? Quentin Grimes aux Sixers, t'y crois ou pas? C'est une bonne question. C'est pas que j'y crois pas, c'est que j'ai besoin de voir ça dans un autre contexte. Ouais, plus compétitif, ouais. Ouais. Bah quand même. Là, C'est ça joue vrai. rien du tout. Il y a tous les ballons. Enfin, on en a vu d'autres. On s'est fait avoir par des gars comme ça. Ah oui, les fameux mois de fin de mois de mars, mois d'avril, Tu c'est vois, genre où le gars, il a tout d'un coup, il a tous les ballons. Un soir sur deux, il joue une équipe qui joue rien non plus en face et c'est le pick-up, quoi. Donc, le talent est réel. J'aime beaucoup le joueur. Donc, je suis prêt à te croire, mais là, là, tout de suite, c'est compliqué. J'ai besoin de voir. En fait, je te propose le nom parce qu'on voit il est en mode créateur là en fin de saison, mais le truc c'est que moi je le vois bien en fait revenir dans le rôle qu'il avait à New York, le 3&D d'élite, plus que de continuer à exploser en mode j'ai plein de ballons quoi. Je pense que on le retrouvera comme il était déjà en 2023 quoi, mais Oui, pas forcément créateur. Donc peut-être pas lui, mais je voulais quand même le citer. Max Christie à Dallas, je suis intrigué oui, moi. Est-ce qu'avec plus oui. de ballons ça peut pas, tu vois, faire des Tu trucs l'aimes à bien, lui, hein? exploser? J'aime bien Christie, ouais, t'as Bah, les deviné. shoots tombent dedans. Il a un vrai handle. Il est intéressant, il est intéressant. Après, le vrai sujet aussi pour être un watch out player of the year, pour moi, hein, Ouais, faut qu'il y ait une perspective de vrai temps de jeu la saison prochaine. exactement, Et là, exactement. dans le bazar de Dallas, je sais pas trop où ça va finir, Max Christie. J'adorerais pouvoir te dire, mais bien sûr, il va être titulaire à côté de Kyrie, ou il va être sixième homme, le premier joueur arrière qui sort du banc, tu vois, Ouais, ouais. un vrai rôle, quoi. Mais j'en suis pas sûr. Justement là-dessus, sur le minutage, vu que Nasrid est enfin en fin de contrat cet été, est-ce qu'il va pas aller se choper un contrat et une place de titulaire à 35 minutes par match quelque part et faire une saison, peut-être Si, pas All-Star, mais pas loin, quoi. Tu vois, bon Nasrid, profil. ça Oui, peut le faire j'aime bien. aussi. Bon, Wemby, c'est un peu c'est habituel, quoi. Wemby, je pense que dans le Watch Out Player of the Year, il va y être chaque année. Watch out à Wemby, ça c'est sûr.
Voilà. Est-ce que l'an prochain, Wemby est All-NBA probable, même plus que possible, c'est probable, ouais. Dernier nom, Aaron Wiggins. Mais là où j'ai des doutes, c'est est-ce qu'il va partir d'OKC ou pas. Je suis pas sûr. Mais tu vois, je suis intrigué parce que c'est un mec, je me dis, bon, si OKC fait un petit échange pour aller chercher un autre mec, ou pour. Si lui a plus de responsabilités, je le vois bien être un peu un créateur, pas chapeau, mais un bon créateur d'équipe moyenne, quoi, tu vois, et faire un petit step-up, quoi, flirter pour ça, avec faut qu'il parte d'OKC, par contre, t'es d'accord? Exactement, ouais, exactement. C'est pour ça que je suis pas sûr sur son cas, parce qu'il va peut-être rester. Il est en contrat long, donc. Je serais curieux de voir ce que ça peut donner. Ouais. Effectivement, un mec comme ça avec plus le ballon, dans une équipe où il y a moins de talent autour de lui et donc il a plus de responsabilités, je serais effectivement curieux de voir. Passons donc à une autre catégorie, et même d'autres catégories, pardon. Maintenant, on a fait pas mal de joueurs sur la saison passée. Les trades, désormais. Les trades, les signatures de free agency, tout ce qui est un peu construction d'équipe. On a plein de trophées aussi là-dessus. Alex, quelle est pour toi la meilleure signature de free agency de cette année? Évidemment, on ne compte pas les mégastars. On pourra compter les mégastars dans les déceptions, je te vois venir. Mais dans les signatures de free agent hors mégastars, qui est-ce que tu as beaucoup aimé pour cette année? Là, j'avoue que, tiens, je vais encore aller chez les Pistons. Ouais. Tu sais que la signature de Malik Beasley, je sais pas combien il gagne, Malik Beasley, 7-8 millions à tout casser, ouais, hein, sur une saison. Je l'avais aussi, Beasley. Tu sais que c'est bien, ça. Ouais, je suis d'accord. C'est très bien. Je suis d'accord, ouais. T'as la signature de Westbrook, hein, ils ont été malins, les Nuggets. Hein. Westbrook, il doit coûter quoi, 4 millions? Westbrook doit pas être cher. Ouais. C'était pas cet été, peut-être? Non, je crois que c'est cet été. Ouais, il doit pas être cher. C'est ça. Tu vois, bon, après, il a ses qualités, il a ses défauts. On a vu récemment, là, il y a une fin de match, tout le monde lui est tombé dessus et tout. On n'aurait pas oublié qu'il fait une bonne saison, Russell Westbrook. Hein. Et puis quand on lui a dit, tiens, ça nous arrangerait, là, on va décaler un peu Michael Porter Jr. en 4 parce que Aaron Gordon est blessé, donc tu vas être titulaire, Russell, il a fait le boulot. Il y a même des matchs où c'était lui le vrai guy de Jokic avec Christian Brown quand Jamal Murray se touche. Exactement ce que j'allais dire, c'est que l'intérêt de son profil, c'est que je trouve qu'il s'est il s'est fondu en role-player en début de saison, mais quand il y a eu plein de blessés, ça reste Westbrook. Alors c'est pas parfait, mais c'est au moins un mec qui peut faire ça, qui peut prendre ce volume-là. Et ça, tu vois, tu dis Christian Brown, vas-y, il fait 20 pick and roll par match avec Jokic, bah il peut pas. Donc il peut pas. Déjà, ils essayent de l'utiliser, Christian Brown, en fin de match, sur des pick and roll bien précis avec des systèmes un peu dosés. Mais il peut pas en faire 20. Westbrook, il a du volume. Et puis, il a aussi du volume. Westbrook, il va t'amener des passes décisives, il va aller se battre comme un chien en rebond. Enfin, tu vois, genre, pour 4 ou 5 millions la saison, tu sais que c'est une sacrée bonne signature. Hein. La rentabilité, effectivement, est excellente. Je te rejoins. Je suis un peu moins fan de l'apport, notamment défensif. Ça me pose question, mais la rentabilité est géniale. Beasley, pour te répondre, il est à 6 millions l'année. Donc, tu te rends compte, c'est incroyable. Hein. Il fait partie des meilleurs 6e hommes de la saison. Beasley. Hein. Ouais, puis même 6e homme. Enfin, oui, il est 6e homme, mais tu vois, il joue 28 minutes par match, quoi. C'est quasiment un titulaire. Ouais, mais il est 6e homme, il sort du banc. C'est un gros 6e homme, quoi. Comme Pritchard, comme ces gars-là, quoi. Exactement. J'en avais d'autres. Moi, j'avais Najee Marshall à Dallas. Très bien. Franchement, c'est mais attends, incroyable. C'était une signature ou un trade, ça? Je crois que c'est une signature, hein, Najee Marshall. Ah, c'est une signature, putain, c'est bien joué. Hein. Il me semble. Najee Marshall, ouais, qui était un 3&D aux Pelicans, alors qui avait un peu de flash, mais là il arrive, c'est le point forward de Dallas. Tu dis, ah ouais, ok, tu sais faire ça, tu mets tous les flotteurs. Tu sais, en début de saison, il mettait tous ses flotteurs, là. Il y avait des stats qui. Et puis il défend bien, hein, il amène de la dureté et tout, il est régulier, hein, c'est un bon joueur. Derrick Jones aux Clippers pour remplacer l'apport défensif de Paul George, nickel, je trouve. Voilà, on n'est pas surpris. Est-ce que ça rentre Hartenstein ou pas? Parce que c'est pas une star, mais c'est quand même un gros tarif. Mais j'avoue que Hartenstein, tu vois, vu la blessure de Chet, on pouvait pas s'y attendre. Hein. Mais vu que Chet a été blessé, le fait qu'on ait un OKC à 65 victoires, à mon avis, on l'aurait peut-être pas eu sans Hartenstein. Tout à fait. En fait, je l'avais pas réfléchi comme ça parce que le contrat est gros. Enfin, il gagne 25-28 millions par saison. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je m'étais plus focus sur des mecs avec des petits contrats en mode, ah, c'est bien vu, la petite signature. Mais sinon, bien sûr, Hartenstein, excellente signature. Soit Hartenstein si on triche et qu'on va sur un gros contrat. Sinon, Beasley, ça me va. Hein. Beasley, franchement, c'est quand même assez cool. C'est quand même très, très si cool, on autorise Beasley. Les gros contrats, c'est Hartenstein. Allez, sinon, c'est Beasley, vraiment, c'est dur à aller chercher. Hein. Très bon ce qu'il fait.
Je suis d'accord. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai parlé d'Eric Jones, mais Chris Dunn, c'est aussi une Chris Dunn, signature, c'est je très crois. bon aussi, tout à C'est fait. très très cool, hein, Chris Dunn. Ah, Les mecs, ils ont perdu un top défenseur, Paul George. On va en parler juste après, je pense. Ils l'ont remplacé avec des mecs beaucoup moins chers, mais qui défendent très très bien aussi, quoi. Donc bravo les Clippers. Et donc, la pire signature de la free agency pour toi, on peut inclure les stars pour cette saison. C'est qui? Ouais, c'est Paul George, c'est intouchable. Je pense Je que sais c'est pas. intouchable. En fait, j'ai cherché un peu pour voir un peu quelle signature pouvait être considérée comme moins bonne que celle de Paul George. Entre Ouais. le fait que le mec, donc évidemment, a un contrat max absolument énorme, que il a fait une mauvaise saison. Là, celle-ci, elle est mauvaise. Bon, mais ça, à la limite, tu pourrais dire bon, ça va arriver et tout. Mais elle est vraiment mauvaise, avec des blessures, un rendement minable quand il est là, enfin minable. C'était vraiment nul. On aurait dit, enfin, je veux dire, enfin, Ouais. je sais pas ce qu'on aurait dit d'ailleurs, parce que je préfère pas je veux devenir désagréable vraiment, mais genre c'était vraiment nul. Et en plus, il vieillit, il est plus du tout jeune, il se blesse, et donc il y en a encore 3 autres derrière, des années de contrat. Ouais. Donc là, tu peux vraiment commencer à te dire, c'est quoi cette signature? Disons que pour le défendre, je me dis à quel point il n'y a pas Vas-y. une blessure derrière qui fait que le niveau de jeu. Parce que l'écart par rapport aux dernières années est quand même abyssal, quoi. Donc je me dis, il est peut-être blessé. Oh si, il est blessé, je pense, je suis d'accord. On est d'accord, hein, mais après, je pense pas qu'il soit totalement blessé. Il y a aussi, il est pas bon non plus. Et puis de l'autre côté aussi, là où je te rejoins sur ce côté où c'est peut-être la pire signature, c'est que le contrat, c'est 4 ans. Le contrat, c'est un gros salaire. Mais à la limite, moi, j'étais OK sur le fait, bon, il sera surpayé en fin de contrat, mais si c'est le prix à payer pour jouer le court terme de suite, c'est cool. Pourquoi pas? Sauf que là, le court terme, tu l'as pas. Exactement. Là, tu as perdu aussi le court terme. Donc c'est là où tu te dis, bah, c'est quand est-ce qu'il va être cool ce contrat? Il va être cool en année 2, mais pas en année 1, pas en année 3, pas en année 4, quoi. Voilà, et puis en année 2, C'est. voilà, enfin, ouais. Et on fait quoi si ça démarre pas bien l'année 2, puis qu'il y a encore un petit genou, une petite cheville, enfin, tu vois, genre, ça pue, ça pue, ça pue. Ouais, et puis en plus, surcouche de Joel Embiid aussi qui vient se rajouter là-dessus, où tu te dis, ah ouais, mince, est-ce que. Enfin, je peux comprendre, hein, et moi je défends un peu ce move, mais tu te dis, mince, si tout le monde est blessé et qu'on donne un méga contrat à Paul George, bon, c'est un peu. C'était C'est un pas bien. move risqué. Ils ont pris le risque. Et là, sur la première année, le risque, il y a que Dieu. Ils ne font que payer, quoi, en gros, quoi. Ils n'ont pas du tout de reward. Disons que moi je le défendais à l'époque, parce qu'il y avait une potentialité que ça se passe bien. Là, on est dans le cas où de facto est dans le réel, ça s'est mal passé, donc je pense qu'on peut dire que c'est une très mauvaise signature de free agency. Ouais, je suis d'accord. T'avais quoi d'autre sinon? J'avais des mecs un peu moins stars, Ouais. personnellement. Est-ce qu'un Patrick Williams, qui a été re-signé quand même à un tarif très élevé, C'est très cher. est-ce que c'est pas un peu cher? Parce que je comprends l'idée de le prolonger pour le rééchanger, mais à 18 millions l'année sur encore Et puis, il est pas 4-5 bon. Il est pas ans, bon. Et ça marche pas pour l'instant. C'est compliqué. ouais, je suis d'accord, hein. Tu Ah vois, ouais, ouais, ouais. j'aurais préféré presque prendre la perte sèche et dire bon, tant pis, on le laisse partir, plutôt que là le re-signer et pour le rééchanger. Mais sauf que est-ce que tu vas y arriver à le rééchanger? Je suis pas convaincu, quoi. Donc, Ou alors, tu vas bien le perdre, le trade. Tu vas devoir, je sais pas comment tu vas devoir convaincre quelqu'un, mais convaincre quelqu'un va être difficile, je pense. ouais, je suis d'accord. Bon, après, il y a le pauvre d'Anthony Melton, mais lui, il est blessé. Donc, c'est pas vraiment une mauvaise signature Non, du il est tout. blessé, franchement, je le mets pas dedans. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Soyons cléments. Passons aux trades. Les trades, si tu veux bien. Meilleur trade de la saison pour toi. Donc, là, tu es dans l'équipe qui a gagné le trade, hein. Tu me dis qui, qui est-ce que tu as? Ah, franchement, malheureusement, j'ai l'impression que cette question-là, cette année, elle est écrasée, quoi. D'ailleurs, le Ouais, meilleur et le pire, quoi, non? Je sais pas. c'est le même, ouais. C'est Luka Doncic, on est Bah d'accord. ouais, c'est Doncic, c'est incroyable comment ça écrase tout le reste, en fait. Il y a d'autres trucs malins à éventuellement à citer. Je trouve que le trade des Warriors pour Butler est très bon, hein. Exactement. Extrêmement bon. Ouais. T'as donné Wiggins, quoi. T'as donné Wiggins, mais finalement, la perte, elle est moins grande. Elle est pas si grande que ça, Wiggins, parce que, en fait, tu récupères aussi un Wiggins, mais qui est meilleur en attaque. Donc, tu vois, c'est. Enfin. Donc, tu vois, tu te sépares d'un top role player défensif, mais en fait, tu le remplaces direct avec Butler. Donc, Tu remplaces direct et en plus, tu gagnes tout le reste, quoi. c'est ça. Expérience, enfin, finition. Donc, c'est un excellent trade de la part des Warriors. D'ailleurs, on l'a bien vu, hein, ça a eu un impact instantané, hein, sur leur groupe, hein. Donc, excellent trade de la part des Warriors, voilà. Mais, enfin, je veux dire, genre, on pourrait citer aussi le fait que les Blazers qui font venir Avdia, tu vois, on parlait d'Avdia tout Ah, à l'heure. carrément, Excellent trade de la carrément. part des Blazers. Excellent Ouais. trade. Ouais. Bien sûr, excellent trade, mais tout ça n'arrive pas à la cheville du trade réalisé par les Lakers, même s'ils ont lâché Anthony Davis. C'est ça qui est fou. Les mecs ont lâché Anthony Davis, Max Christie et un pick de draft, et ils ont
archi gagner le trade Ouais. pour peut-être longtemps, on verra, mais même à court terme, en fait, j'ai l'impression. Je suis d'accord. Il y a même pas de compétition en fait. Faudrait presque ne pas en parler. Doncic, il y avait Butler aussi qui était très bien. Et tu vois, paradoxalement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le trade côté Miami aussi est pas si mal que ça. Alors, le trade s'est fait parce qu'ils ont été obligés. Il y avait un divorce qui était consommé, etc. Mais au final, ils ont quand même réussi à avoir des top role players, un Wiggins qui peut être élément crucial et titulaire d'une bonne équipe, du Kyle Anderson, et plein de petits contrats que ensuite, peut-être l'été prochain, tu vas assembler pour aller chercher un Kevin Durant. Mais c'est pas si mal que ça, Miami, compte tenu un peu de... Non, c'est pas si mal. Ils ont réussi à s'en tirer sans trop se retrouver le moins à poil possible. Ils ont bricolé. Exactement. Mais même Dallas, ce trade est fou, mais Dallas récupère quand même Anthony Davis. D'ailleurs, on le voit là, Anthony Davis, il est revenu de sa blessure. On voit bien, on revoit le joueur et on voit bien que Dallas peut potentiellement, si ça se passe, si on croise les doigts pour Kyrie, le pauvre, avec son genou, et que ça se reconstruit avec du Gafford, justement, on parlait de Najee Marshall, Klay Thompson. Il y a une équipe à Dallas. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Juste le trade. Les Lakers ont fait le meilleur trade et les Mavs ont fait le pire trade cette année. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, je vois même pas comment. Il est trop fort, Luka. Il est trop fort. Oui, mais de l'autre côté, ça peut faire une bonne équipe à Dallas et il y aura personne qui aura de la bière dans le vestiaire. Tu vois, c'est quand même ça le principal, je pense. Oui, oui, bien sûr. Et Luka Doncic est trop gros et s'il avait l'éthique de travail d'un Shaq, ça serait beaucoup mieux. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on est d'accord. Genre, on peut y aller. Il n'en reste le pas fameux moins. Shaq qui était à la salle à 3h du matin. Hein. Tu l'as connu, Mais, toi aussi. Hein. Bien sûr, évidemment, le grand ami de Kobe. Non, mais franchement, non. Franchement, non. Tout ça n'a aucun sens. D'un point de vue fanbase, c'est un fail absolu de la part des Mavs. Ouais. Et du point de vue fanbase, c'est une réussite absolue de la part des Lakers. Je veux dire, je ne connais pas un seul fan des Lakers qui va te dire, il y en a qui peuvent être tristes de la façon dont ça s'est passé pour Anthony Davis, et je comprends, hein, mais personne va te dire, ah, quand même, c'était bien avec Anthony. Non, ils en ont rien à foutre, ils ont déjà oublié, là. Ils sont déjà en train de te dire, dis donc, ça se trouve, on est contender dès cette année, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, à toutes les fins de match serrées, on a Luka Doncic et motherfucking LeBron James pour finir les matchs. Donc, il nous suffit d'être solide en défense, pardon, avec des Vanderbilt, des Jackson Hayes, des Dorian Finney-Smith, des Gabe Vincent, des mecs qui se battent, tu vois, et on est dangereux, on est dans le match, on peut tout gagner, tout le temps, contre n'importe qui. Un trade qui est arrivé plus tôt d'ailleurs, juste un peu plus tôt, qui est un peu sous-estimé, Finney-Smith aux Lakers, qui je trouve peut être un élément charnière, et qui en plus n'a pas coûté grand-chose, parce qu'il y avait un peu trop de redondance de porteur de balle aux Lakers, donc D'Lo contre Finney-Smith, j'ai beaucoup aimé. Ingram, alors c'est pas un sign and trade, mais trade plus signature derrière, qui est cool à obtenir pour Toronto, parce que c'est contre des contrats finissants, quoi. C'est contre Bruce Brown qui allait être libre dans 3 mois. Donc bon coup, je trouve. Oui, bon coup, mais tu reconnaîtras quand même que on a plus de mal à voir la portée. Alors déjà, on n'est pas sur le niveau de Doncic, évidemment, mais même pour les Raptors, on a un peu plus de mal à voir la portée réelle de ce trade avec re-signature derrière. Il y a un côté rétention de valeur, en fait. Tu vois, tu allais perdre Bruce Brown, tu le remplaces par un mec que tu re-signes, qui est pas une star, enfin qui est une star, mais pas de chapeau, mais quand même. Donc bon, c'est côté rétention de valeur, j'aime bien. On va voir, non, j'aime bien, je suis d'accord, j'aime bien, non, tout à fait, bon trade. D'ailleurs, petit trade gratuit, Miami qui récupère Davion Mitchell contre PJ Tucker. Bon, gratuit, merci. Merci Miami, bravo. Quentin Grimes aussi, je sais pas si tu connais l'histoire, mais en gros, propriétaire des Sixers qui voulait dégraisser parce que il voulait pas payer la taxe, et donc Daryl Morey qui a été obligé d'échanger Caleb Martin qui venait de signer contre Grimes. Bon, franchement, pour un trade financier, tu t'en sors pas mal. Hein. Tu récupères les droits de Grimes, qui peut être un 3&D à côté de Paul George et de Maxey et de Embiid, c'est pas mal. Non, tu t'en sors bien, je suis d'accord. Il y en a un qu'il faut pas qu'on oublie, Alex. Josh Giddey contre Alex Caruso. Il est pas mal celui-là aussi. Il est pas mal. En fait, côté OKC, je veux dire, d'avoir Caruso pour aussi peu cher. Mais si peu cher, regarde ce que devient Giddey là aux Bulls. Je pense plus que c'est au-delà. Je pense que c'est pas si loose pour les Bulls comme trade. Ouais. Pas si loose que moi-même j'ai voulu le dire au début. Hein, attention. Hein. J'avoue que là, Josh Giddey montre des choses où on comprend bien que à OKC ça aurait été compliqué parce que son profil n'était pas forcément le meilleur fit avec. Ils ont plus besoin de qualité de shoot et de défense pure que du profil all-around de Josh Giddey, tu vois, avec des pourcentages un peu moins sereins, quoi, on va dire. Encore que là, ça s'améliore. En revanche, quand on voit le joueur qu'il peut devenir, quand on commence à lui filer des responsabilités avec un pétard ambulant
comme Kobe White à côté, tu te dis que bon, c'est pas si perdant que ça pour les Bulls. Ça pourrait être gagnant-gagnant parce qu'OKC a beaucoup plus eu besoin de Caruso que d'un Giddey dans le contexte actuel. En plus, et là où c'est pas totalement gagnant, c'est que pourtant moi je défendais d'aller chercher un Josh Giddey à Chicago pour reconstruire, mais tu te dis peut-être qu'il y a, je sais pas, 6 mois avant, 1 an avant, tu aurais pu avoir en plus un pic pour Caruso. Donc c'est peut-être ça, mais bon. Peut-être. Tiens, DeAndre Hunter aussi à Cleveland, c'est pas mal. Je pense qu'on peut le citer, mais bref, avançons. On donne à Doncic. Le pire trade de la saison aussi, donnons-le à Doncic. Voilà, c'est fait. Et maintenant, parlons du reste. Est-ce que tu as un autre des trades ou complètement perdants pour une équipe qu'on n'a pas encore abordé? De cette saison. Je pense que tu vois, Avdia, les Wizards qui reconstruisent et qui balancent Avdia contre je sais quoi, c'est Brogdon et un tour de draft, je crois. Ils ont eu un tour de draft, c'est pas terrible. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que. Non, moi, sinon, j'avais ceux de Memphis. Memphis qui dégraisse, on sait pas pourquoi. Enfin, si, c'est pour des raisons financières. Mais grosso modo, te séparer de Marcus Smart et de Jack LaRavia, qui pouvaient être des très bons joueurs de rotation pour rien, littéralement rien, ou pour Marvin Bagley, tu vois, je me dis, bon, c'est un peu perdant, quoi. Ouais, et les Pélicans, ils ont eu quoi, en fait, vraiment, contre Ingram? On en parlait tout à l'heure. Ils ont eu Bruce Brown et Kelly Olynyk. Voilà, ouais, c'est bien ça. C'est pas. Ouais. C'est pourri, c'est bien pourri. S'ils avaient mieux anticipé et qu'ils avaient géré le cas Ingram de manière plus maligne, le management des Pélicans fait partie des managements qui me gavent là ces derniers temps. Ouais. Je pense qu'il y avait une bien meilleure value à tirer du trade de Brandon Ingram. Hey, c'est un fort joueur, c'est un level All-Star. Hein. Est-ce que, je suis un peu obligé de te demander, est-ce que les trades de Phoenix, on peut pas les mettre aussi un peu dans les perdants? Les trades, alors à la fois Nurkic et à la fois Nick Richards, c'est 2 trades séparés. Mais est-ce que vraiment on était sur. Enfin, tu vois, est-ce que t'as quand même dépensé des tours du deuxième tour pour te débarrasser de Nurkic? Est-ce qu'au final, vu la saison et tout, t'aurais pas pu juste attendre et rester comme ça et reconstruire après, quoi, tu vois? Si, t'aurais dû même, sûrement. Si, c'est des trades clairement perdants de la part des Suns. Ça se tentait, mais ça n'a pas marché, on va dire, plutôt. Être obligé de lâcher des tours de draft pour te débarrasser de Nurkic, c'est d'une tristesse absolue. Après, le problème est malheureusement global. Nurkic n'est que la conclusion d'un truc global à Phoenix, c'est-à-dire que il y a le coaching aussi, il y a plein de paramètres qui ont merdé. Mais oui, c'est perdant, c'est pas des bons trades, hein, clairement. Je suis d'accord. D'ailleurs, vous avez perdu Josh Okogie, non, dans l'affaire, qui était pas mal en plus, je trouve. Mais bon, bref. Oui. Après, Budenholzer avait pas l'air convaincu, et puis on a le rookie Ryan Dunn, c'est lui qu'il faut faire jouer. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, sur le moment, j'étais un peu d'accord. Allez, débarrassons-nous de Nurkic. Je comprends l'idée. Sauf que dans les faits, on voit que, bah non, en fait, c'est pas lui qui était le problème, notamment défensif, quoi. Et qu'au final, t'as dépensé quasiment tes derniers assets pour te débarrasser d'un joueur et ça n'a pas réglé le problème du tout. Alors qu'en fait, t'avais Iguodaro dans ton effectif, fallait juste le mettre sur le terrain, en fait. En plus, je suis d'accord. Non, mais complètement d'accord. Troisième catégorie des trades, celle-là, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas me dire. Je devine un peu. Quel est pour toi le meilleur trade qui ne s'est pas fait, mais qui aurait dû se faire cette saison? J'en ai plusieurs. Ouais. Évidemment, bon, moi, à titre perso, j'aurais bien aimé, et je pense que les Suns auraient dû coûte que coûte se démerder pour trouver un point de chute à Bradleyville. Ouais. Mais je peux entendre que ça devienne complètement impossible parce que le problème est à l'origine. Il fallait pas prendre ce contrat tout pourri avec la no trade clause et que du coup, il devient très compliqué à trader. Donc, je peux comprendre que ça soit pas fait. Donc, ceci étant dit, je partirais plus sur un autre trade. Il y a juste eu des rumeurs. Ouais. Et je sais même pas s'il y a eu une réelle traction à un moment ou un autre. Mais quand c'était la merde là totale cet été, à un moment, on savait pas du tout où Atlanta, dans quel sens ça allait partir. Est-ce qu'ils allaient trader Dejounte Murray ou est-ce qu'ils allaient trader Trae Young, là, tu te rappelles? Ouais. J'aurais beaucoup aimé que les Spurs cassent leur tirelire d'assets pour avoir Trae Young. Oui, c'est vrai. Ça marche totalement, ouais. Ça marche totalement. Trae Young aux Spurs, ça aurait été pas mal, on va dire. Ça aurait été pas mal du tout. J'aurais préféré à De'Aaron Fox. Et je sais pas si forcément je mets Trae Young plus fort que De'Aaron Fox, peut-être un peu en termes de création et de shoot pur, même si là, Trae Young n'a pas fait une grande saison au shoot. Mais je pense surtout que le fit est incroyable en termes de timeline, de jeunesse, de skate Trae Young dans le jeu avec un Wembanyama et un Castle. J'aurais adoré.
J'avais aussi du Bradley Beal qui est un peu évident, soit à Miami, soit à Milwaukee. Tu sais, on parlait un peu d'un échange à 3 à un moment donné. Ouais, il y a C'est eu des dommage rumeurs. que ça soit pas fait parce que tu vois, bon, encore une fois, hein, le joueur est trop cher payé, surtout dans le rôle où il est actuellement. Mais moi, un Bradley Beal, ok, un peu cher payé, mais à Miami où il y a plus de création, j'aurais pris quoi. Ça aurait été pas mal même pour lui quoi. Moi, à un moment donné, j'y croyais. Moi, je pensais que Miami allait se dire, OK, tu sais quoi, on va draguer Bill parce que quand même, quitte à perdre Butler, vu ce que nous proposent les autres qui sont plus sur du role player, voilà. Genre, Bill représentait la meilleure solution un peu offensive. Après, je pense que, de ce que j'ai compris, ils voulaient vraiment faire full Tyler Hero, quoi. C'est ce qu'ils font d'ailleurs en attaque. Ouais, oui, oui, bien sûr. Non, j'avais Butler, moi. Je t'avoue que j'avais 2 destinations que j'aimais beaucoup. Alors, une dont personne n'a jamais parlé, c'était les Clippers. J'aurais bien aimé. Ça, en plus, ça marchait. Ça aurait été cool aux Clippers. Tu vois, à la place de Powell, ça aurait été encore mieux, quoi. Mais non, Butler à Memphis, j'aurais été intrigué, moi, Butler à Memphis. Tu vois, je sais que lui, il voulait pas y aller. il aime pas le Tennessee, apparemment. Mais Butler à Memphis, j'aurais été très intrigué. OK. Au Clipper, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas sûr, hein. J'aime bien le côté Powell qui shoot et tout. Oui, le J'arrive spacing, tu moins à perds un peu, voir la ouais. Ouais, ouais. complémentarité Butler-Kawhi. C'est vrai, c'est vrai. J'arrive moins à la voir. Après, il peut y avoir un truc qui se passe incroyable. Butler-Kawhi Harden. C'est ça, en fait, c'était 6 mois après, tu remplaces Paul George par un mec de même profil, voire même plus fort. Ça aurait été cool un peu ce côté. Non, mais voilà. Même à Memphis, tu vois, Memphis, ça manque un peu de punch, de scoring, de création de demi-terrain, quoi. Il aurait fait beaucoup de bien, et puis la défense, il aurait pas fait tâche. Donc je regrette un peu ça pour le coup. Memphis, on comprend pas bien ce qu'ils font dans l'aile en plus. D'ailleurs, Marcus Smart, quitte à être échangé, pardon, j'aurais aimé que ça soit chez un contender, pour le coup. J'ai C'est pas vrai. compris. Moi non Un plus. trade qui aurait dû se faire, pareil, un Zach LaVine. Est-ce il aurait pas pu avoir Zach LaVine, mais chez une équipe un peu meilleure, quoi. Orlando. Ouais, voilà. À Orlando. Un endroit où il y aurait eu besoin de lui, quoi. Mais les Kings, j'en ai un peu marre, moi, je t'avoue, hein. À Orlando, tu vois, moi j'aurais adoré, on parlait de KCP tout à l'heure, moi Ouais. j'aurais adoré qu'ils mettent KCP, un jeune ou deux, pour faire les cap fillers, ils donnent un tour de draft à Chicago et ils prennent Zach LaVine. Est-ce que Cam Johnson à OKC, ça aurait pas dû se faire, quoi. C'est un peu dommage, hein. En plus, ça passait, tu sais, sans même mettre dans la balance ni Aaron Wiggins, ni Isaiah Joe. Juste avec, je crois que le contrat de Ousmane Dieng, ça passait Dieng et Kenrich Williams. Ça aurait été cool, quoi, un OKC avec Cam Johnson en plus. Je suis un peu déçu qu'il n'y a pas eu de trade du tout de ton ancien chouchou de Ouais, Phoenix, Cam Johnson, et, quoi. et tu vois, tu parlais de Memphis, pour le coup, c'est vraiment là que j'aurais aimé le voir. C'est pas faux, c'est pas faux. Là, Ouais. j'aurais adoré. Là, je trouve qu'il aurait bien fit tout de suite, il aurait amené sa qualité de shoot dans l'aile. Ça aurait été vraiment super intéressant. Alors, j'en ai 2 en mode provoque, si tu me permets. Est-ce Vas-y. que le trade de Mark Williams aux Lakers aurait pas dû se faire? Est-ce qu'on était obligé de sauver les fesses des Lakers qui avaient fait un mauvais trade et qui a été annulé soi-disant pour une visite médicale? Elle est chelou cette histoire, c'est clair. C'est bizarre quand même, on est d'accord, hein. Ouais, ouais. Non seulement ils ont Doncic, mais en plus ils ont une carte bonus. Ah non, excusez-nous, non, non, on a fait un mauvais transfert, on annule. On Ouais. annule. Non, l'autre que j'avais, un peu plus sérieux, mais pour la théorie, je te demande, est-ce qu'on n'aurait pas. Le trade qui aurait dû se faire, c'était pas Luka Doncic contre Anthony Edwards. Est-ce que les Wolves, si vraiment on les a appelés pour ça, est-ce que t'étais pas censé dire oui, c'était Minnesota? Ah si, t'es censé dire oui. On est d'accord, hein. Apparemment, c'est une des équipes qui a été appelée par Dallas. Mais déjà, c'est des rumeurs. Je trouve que Dallas a sorti ça un peu tard, un peu pour se défendre et tout. C'est pas faux, pas Ça, faux. c'est le 1er mai. Le deuxième, c'est que je peux comprendre le côté Wolves qui dit attends. Ok, Luka Doncic, mais nous, on a quand même une jeune superstar un peu dédiée à notre équipe aujourd'hui, qui a envie de rester, qui a envie de construire, avec lesquels on est allé en finale de conf l'année dernière, tu vois. Ouais. Et donc, je peux comprendre, parce que Luka Doncic, il reste à Minnesota, lui, à la fin de son contrat. Là, faut pas oublier que les Lakers, ils prennent un mini pari. Après, C'est c'est les vrai. Lakers, ils ont les moyens de le tenir. Mais ils prennent le mini pari de dire, ouais, bien sûr qu'on va prolonger Luka Doncic. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, je peux entendre. Luka Doncic, normalement, y a pas beaucoup d'équipes qui ne le prennent pas. Tu vois, on est d'accord hein, là-dessus. Mais les Wolves en font peut-être partie. Tu vois, mais il paraît qu'ils ont appelé Giannis aussi, mais après, comme tu dis, comment est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce que c'est pas On vu n'est la pas sûr, et campagne puis de moi, je com, comprends que tu traites pas Yanis. Moi, je comprends que tu c'est traites ça, pas voilà. Yanis.
Sportivement, moi je le fais, mais après, est-ce qu'il y a le passif et tout? Peut-être tu les changes pas. En tout cas, pas maintenant. Tu le Tu les fais changeras cet été. sportivement d'un point de vue pur tactico-technique, mais après, il y a tout le reste. On sait très bien que les vestiaires, ça marche pas comme ça, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est à peu près tout. Aussi, Bruce Brown. J'aurais aimé qu'il soit chez un contender, Bruce Brown, pour finir la saison. Plutôt Je sais qu'encore une fois, pas. là, 6 mois au Pelicans, il sert à rien. Ça Alors que dommage qu'il ait pris autant d'argent et que du coup, il devienne aussi pas pratique à mettre dans un effectif. ouais. Typiquement le genre de joueur qui aurait dû être en mid-level dans un contender, mais à 20 et quelques millions, il peut plus être chez un contender. Non, bon. Après, tant mieux pour lui, il a pris de l'argent, mais Il a effectivement, j'ai pris l'impression l'argent, que mais je comprends, hein, juste du coup, tu perds le sportif quand t'es Bruce nous, Brown. en tant que spectateurs, on est un peu déçus, quoi. Je te rejoins. Ouais. Je te rejoins à Et 100%. même pour lui, Exactement. il perd le sportif. Il a pris l'argent, mais automatiquement, il a perdu le sportif. Il n'a pas le niveau pour être payé ce prix. Mais tu vois, je me pose la question, mais si t'es Cleveland, si je te propose, tiens, on a un trade pour DeAndre Hunter ou un trade pour Cam Johnson, tu prends lequel? C'est une bonne question, ça. Tu vois, parce que moi, je m'attendais. DeAndre Hunter, je l'ai pas vu venir, hein. Moi, j'aurais plus pris Cam Johnson, perso. Ouais, ça se réfléchit, quoi, tu vois. Johnson, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Le trade qui aurait dû se faire aussi, pourquoi pas. Moi, pardon, après, c'est le dernier. Nick Claxton aux Lakers, tu vois, à la place de Mark Williams. Moi, j'aurais aimé Ah, ça aurait été extraordinaire. un vrai rim protector, switch, Mais vertical ça, il y avait pivot. des vraies tractions. Ils envoyaient quoi, les Lakers? Ils envoyaient Dalton Knecht et puis je sais pas qui, Cap Filler, hein. Il a un contrat avec Claxton, lui, hein. Lui, Claxton, il gagne 25 millions par an, lui. Hachimura ou Gabe Vincent, tu vois, un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Il fallait un contrat. Mais bon, bref. Et donc, notre dernier trophée du jour, le trophée du Alex. C'est l'heure de tout faire péter pour l'an prochain. On recommence à zéro. À qui est-ce que tu donnes ce trophée? Il y a quelques clients, hein. Il y en a pas mal. Qui doit absolument le faire? Je pense que l'équipe, il y a peut-être une équipe qui doit peut-être le plus le faire. C'est les Ouais. Pélicans, peut-être. Les Pélicans, ouais, c'est vrai que. Mais ils ont déjà un peu commencé d'ailleurs. Ils ont un peu bradé partout. Mais Ouais, non, ouais. mais quand je dis là, faut tout faire péter, c'est genre tu trades Zion. Ah, d'accord, ok. Ah oui, ok, je comprends. Tu trades Zion et tu fais tes Pélicans avec sur la base de Trey Murphy, Herb Jones, McCollum, ça dégage, Zion, ça dégage. Tu vois. Alors là, ils ont. Faut voir les contrats des Pélicans. Je me permets, je clique sur un truc. Mais après, tu vois, il y a aussi ce truc de si tu échanges Zion, vraiment, tu recommences à zéro. Donc, il n'y aura pas que Trey Murphy, il y aura le first pick ou le deuxième pick de l'an prochain, quoi. C'est ça. En partie. Ouais. Dejounte Murray, moi j'ai pas adoré ce trade de leur part. T'as le contrat donc de Bruce Brown qui s'en va, donc tu peux avoir, si tu trades Zion intelligemment et que tu dumpes un peu McCollum comme tu peux, vu qu'il va être sur un contrat finissant, ça doit être faisable. Le seul vrai gros contrat que tu auras dans ta masse salariale à ce moment-là, c'est celui de Dejounte Murray plus l'extension de Trey Murphy qui va kicker la saison prochaine, tu vois. Ouais. À côté, faudra que tu payes Herb Jones. Non, je crois que tu payes déjà Herb Jones, mais pas trop cher. Donc ça, c'est malin. Et c'est parti, on y va. On reconstruit avec ces gars-là. Mais toi, dans l'idée, tu serais prêt là à tourner la page un peu Zion, non pas le Oui, niveau, mais les blessures, quoi, grosso modo. oui, Ça peut s'entendre, ouais, ça peut s'entendre, je pense. oui. Je pense que plus t'attends, moins t'auras quelque chose en échange de Zion. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, genre, je sais pas moi, si. Quand soit le Jazz, soit les Spurs auront le first pick, puisque tout ceci est truqué, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appeler en mode hey, vous prenez Zion, nous on prend le first pick, ça vous intéresse ou pas? Tu vois, Pourquoi pas? ça Pourquoi peut, pas? Pourquoi pas? ça peut se faire hein, pour un tel package, je ne sais Zion, pas. même s'il est trop blessé, reste une valeur marchande très forte là. Ou alors, ils ont des choses, ils vont changer leurs habitudes, les Pélicans. Ils vont enfin réussir à nous mettre un joueur fort en santé et ils vont faire Herb Jones, Trey Murphy, Zion comme base. Ok. Mais à ce moment-là, il faut absolument trader McCollum, qui est encore un joueur bon, mais qui, pour son prix, tu peux avoir deux sortes de 3&D. Ou tu peux avoir un meneur gestionnaire beaucoup moins cher et tu rajoutes un pivot, par exemple, tu vois. Il gagne plus de 30 millions la saison, hein, McCollum. Tu te souviens ou pas de l'époque où, début 2010, on disait, dès qu'il y avait un joueur blessé, on disait il faut l'envoyer à Phoenix, parce qu'en fait, Phoenix, ils remettent tout le monde sur pied, ils ont fait jouer Steve Ouais. Nash jusqu'à À une époque, 38 ouais. ans, etc. Grant Hill, Vince Carter et tout, bien sûr. Transition parfaite. Est-ce que Phoenix en fait tout péter? Alors, le vrai, bah, moi, sur le papier, j'ai envie de te dire, bah ouais, je voudrais bien qu'il fasse tout péter, et même Booker, allons-y, hein. Ah ouais, carrément. Bah oui, si tu fais tout péter, Booker, tu vas lui dire quoi? T'inquiète, Devin, pour ta 11e saison au club, on se fait une petite reconstruction au calme? Non, j'y crois pas.
J'y crois pas. Je pense qu'il faudra le faire casser aussi. Le problème, c'est que la problématique, il y en a deux. La première, c'est que je pense que la direction ne va pas du tout dans ce sens-là. Et les Ouais. proprios, c'est les gens qui prennent les décisions, vont pas du tout dans ce délire. Je pense. Deuxièmement, en fait, t'as pas tant les pièces que ça. C'est-à-dire que même pour faire un bouton rouge à Phoenix, c'est pas simple. On va me dire, bah oui, mais tu fous KD et Booker sur le marché, tu vas récupérer des jeunes, des pics de draft, les deux, enfin, tu vois. Mais t'auras pas tes pics, en fait. Voilà. Donc, t'as pas les tiens, ou alors tu vas chercher les tiens chez les Houston. C'est Houston qui a un pic? Tu rappelles les équipes, tu refais un échange, t'annules l'échange, quoi. Donc, Tu récupères tes pics. Oui, faudrait tout péter. Est-ce que le timing, c'est cet été, ou est-ce que cet été, avant de faire tout péter, il vaut mieux genre faire un forcing de fou malade pour vraiment essayer de dumper Bradley Beal d'abord, et essayer de voir qu'est-ce que donnerait cette équipe avec Booker, Kevin Durant, Ryan Dunn, Ighodaro et un autre 3D, Royce O'Neal ou j'en sais pas qui, moi on s'en fout. Équipe qui a montré par flash qu'elle pouvait jouer au basket et efficacement. Euh, donc non, je pense pas que ce soit le bon timing. Deux, je les vois pas le faire. Après, pour la no trade clause de Bradley Beal, peut-être qu'il va pas vouloir. Mais au bout d'un moment, si tu fais plein d'échanges, au bout d'un moment, quand il va se retrouver lui tout seul avec à côté de lui l'autre star, ça va être Doug McDermott et puis et puis Johnny Juzang, tu vois. Au bout d'un moment, il va peut-être accepter de la prendre sa no trade clause. Ça peut être une stratégie pour faire partir Bradley Beal, mais du coup, ça veut dire pour faire partir Bradley Beal, tu dois dégager Durant et Booker. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut vraiment le forcer, quoi. Tu lui forces la main. Non, moi j'avais les Kings. Les Kings, faut tout très faire bon péter candidat. parce que ça va nulle part. On a un peu marre, quoi. C'est-à-dire que la version avec Fox et Sabonis, on a vu que c'était cool, mais avec un plafond qui était pas hyper haut. Là, là, DeRozan, merci, mais au revoir, quoi. Moi, j'aime pas trop, quoi. Autant repartir de zéro plutôt que rester encore 1, 2, 3 ans avec des stars qui sont bien, pardon, mais qui te feront pas aller au-delà de la 7e, 8e place, quoi. Alors, quand tu dis partir de zéro, tu inclus évidemment DeRozan, mais tu inclus Lavine et Sabonis dans des trades. Ah ouais, tout, Okay, complètement tout. Ouais. Keegan Murray aussi? Kylian Murray, tu pourrais le garder, mais sauf que le temps que tu draftes des mecs qui se développent, etc., est-ce qu'il sera encore un bon 3&D, quoi? Ouais, non, moi, Mais tu vois, d'ailleurs, au passage, moi, DeRozan, c'est très cool, belle carrière, etc. Zach LaVine, bon, bref. Chicago, ils ont fait un tête. Chicago, ils ont tout pété cette année. Pas tout à fait. Pour l'instant, on est encore un peu middle. Ouais, pas complètement. Il reste le contrat de Vucevic, ils ont re-signé Pat Williams, mais j'avoue, ils ont remis un projet en cours. Je suis d'accord. Oui, mais surtout, ils avaient DeRozan et Zach LaVine, ils ont tourné la page. Ils ont plus DeRozan, plus Zach LaVine, ils font jouer des jeunes. Ils sont aussi bons que l'an passé. Ils sont même, ils sont toujours en play-in. Donc voilà, moi le côté donner plein de ballons à DeRozan, ok, mais ça donne pas grand chose, quoi. Et puis Sabonis aussi, le joueur est imparfait, donc moi je serais un peu de l'idée Sacramento quand même de faire un reset, quoi, pour le coup, mais bon, ce n'est que moi. Non, mais j'entends complètement. Les Bulls, ça va mieux, je les mets moins dans cette catégorie. Je veux voir maintenant ce que ça donne le Josh Giddey, Kobe White. Les Bulls, ils sont en train, en fait, ils ont déjà un peu commencé, donc ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est un peu ça les candidats, ouais. Soit Zion, tourner la page Zion, soit les Kings. Les Suns, ça va être compliqué, ou alors juste un trade de Durant. Les Sixers ont fait péter ou pas encore d'ailleurs? Pareil, Embiid, tu vois, au niveau des blessures, etc. Ou t'attends encore 1 ou 2 ans? Je sais pas, c'est très compliqué le cas Embiid. Son contrat est énormissime. Il gagne énormément d'argent et il va en gagner de plus en plus alors qu'il a déjà 30 ans. Le risque est immense. On sait que les récompenses peuvent être incroyables. Le talent, le joueur, niveau MVP, machin et tout, mais... Bah, disons que si t'attends d'être sûr que tu vas pas perdre beaucoup au change en les changeant, c'est-à-dire que tu te dis, ok, c'est bon, là... voilà, en fait, il faut les changer tôt. Ok, il y a un risque que tu perdes et qu'il soit bon ailleurs. En même temps, si t'attends trop pour les changer en mode, ah, c'est bon, on sait, on est à peu près sûr qu'il a décliné, bah t'auras beaucoup moins. Donc tu vois, le risque fait aussi partie du truc, quoi. Tu peux pas... si t'attends qu'il est passé 3 saisons blanches en mode, allez, c'est bon, je sais que je peux les changer, je perdrai rien. En même temps, tu pourras les changer contre pas grand-chose, quoi. Donc ouais. C'est ça le truc. On finit sur une note un peu triste. Je vais inventer un dernier trophée un peu plus joyeux. Le meilleur pronostiqueur, c'est Alex, puisqu'il va nous dire qui va être champion en 2025. Alex, la parole est à toi.
Tiens, c'est pas mal comme question. Qui va être champion? Il y a encore pas si longtemps que ça, je t'aurais dit que j'aurais misé mon argent sur les Nuggets. Ouais, Là, j'avoue que les dernières semaines m'ont calmé. Je sens pas leur dynamique là. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté fin de course là, qui va être un oui. peu, qui peut même être un peu moche pour Jokic. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il faudrait faire un peu péter les Nuggets. Tu vois, un petit trade de Jamal Murray, je dirais pas non. Dur à trader là, hein. Dur à trader, dur à trader. Avec la saison qu'il fait, il est bon, mais pas mal blessé. Il va pas être facile à trader. Il a un gros contrat. Mais ça se tente, ça se tente. Tu peux trader Michael Porter Jr. sinon. Ouais, c'est ça, hein, et que des gros contrats, peut-être il y a un truc à remodeler, peut-être. Mais bon. Ah ouais, je pense. Qui va être champion? Qui va être champion? J'ai l'impression là, on est début avril, les dynamiques me disent Celtics. Celtics plutôt que Cleveland, que OKC notamment. Ouais. Ils ont une dynamique de dingue là en ce moment, les Celtics. On n'en parle pas trop parce que Jason Tatum, il a le charisme d'une huître, que les Celtics, c'est pas forcément l'équipe la plus flashy, prennent beaucoup de 3 points et tout, mais là en ce moment ça défend bien. Les shoots tombent dedans, il y a plus de variété offensive. Pour peu que Porzingis soit healthy tous les playoffs, franchement, c'est chaud de battre Boston en 7. En plus, ils ont un style de jeu très, très playoff, on va cibler un tel, on l'attaque en post-up, en isolation, et ça marche, quoi. Ça, c'est très playoff. Ils ont beaucoup de switch possibles en défense, ils peuvent défendre un peu tout le monde. Et puis, ils ont beaucoup d'expérience maintenant. Je veux dire, Holiday, White, ils ont été champions l'année dernière. C'est des mecs, Holiday avait déjà été champion par le passé. Enfin, leur leader, Brown et Tatum, c'est des mecs encore jeunes, mais en fait, c'est des mecs en plein prime avec de l'expérience. Enfin, et là, leur dynamique, elle est très, très bonne. Hein. Faut aller checker les classements, mais genre, sur les 20 derniers matchs, ils en ont gagné genre 15 ou 16, hein, les Celtics. Ouais, et puis ils ont aussi un truc qui est très cool. Tu vois, ça m'inquiète un peu pour OKC. Ils ont du spacing. Ils peuvent avoir un spacing très respectable. OKC, je me dis toujours un peu le modèle Dallas de l'an passé, quoi. On respecte pas les shooters, on bouche l'espace intérieur, et puis voilà. Donc OKC a toujours un peu cette faiblesse, je trouve. Après, OKC ferait un. Ils l'ont un peu moins cette année, quand même. Ils l'ont un peu moins, mais tu vois, les ajouts, c'est quoi? C'est Caruso, c'est Hartenstein, c'est pas non plus du spacing de fou, quoi. Tu vois, c'est. Non. Ah, il va falloir que ces mecs-là mettent leurs 3 en playoff, hein, ça c'est sûr. Et alors, vu que tu es le bon pronostiqueur pour le champion, donc on a Boston, mais ce serait qui le wild pick? C'est qui ton équipe? Tu te dis, eux, les gens se rendent pas compte, mais ils peuvent faire finale de conf, voire finale NBA, un peu surprise, un peu comme Dallas, un peu comme Miami il y a 2 ans, Lakers. Ouais. Lakers, Warriors, même, j'aime bien les Warriors aussi, moi. Warriors, tout à fait, j'aime bien aussi, je suis d'accord. Je pense aux Lakers d'abord, mais effectivement, les Warriors, t'as raison. Faut voir comment ça se goupille pour eux, mais ils ont beaucoup d'arguments. Les Lakers, pour moi, ont 2 énormes arguments en leur faveur. Le premier, c'est qu'il y a énormément de séries où en fait les 2 meilleurs joueurs de la série sont chez les Lakers. Ouais. Ah, quand même, hein. On sait qu'en playoff, ça joue. Hein. Et il y a le fait que moi-même, j'avais un peu sous-estimé leur capacité, mais en fait, ils ont cette espèce d'option défensive un peu small-ballisée là, qui fait très playoff. Tu vois, avec Vanderbilt, LeBron, Finney-Smith, Doncic, Reeves, ou même si tu as envie de défendre encore plus, tu mets pas Reeves et Reeves, tu le gardes pour d'autres moments et tu mets Rui sur le terrain. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, là, que tout le monde fait 2 mètres, 2 mètres 05. Et ça fonctionne assez bien parce que LeBron donne des efforts, parce que Finney-Smith est un joueur défensif très sous-coté, comme Vanderbilt. Ouais. Et du coup, ça peut leur permettre de rester dans n'importe quel type de match. Et je répète, cette équipe des Lakers, à partir du moment où elle est dans le match, pour moi, elle est favorite pour gagner dans les 3 dernières minutes. Disons que la recette Luka Doncic, playoff plus une bonne défense, on sait que ça marche. Ouais, et là, t'as LeBron James. Et en plus, t'as LeBron James. Parce que t'as vu à quel niveau il joue, le vieux. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est un malade. Hein. Ouais. Mais moi, tu vois, l'Ouest, j'ai hâte qu'on soit en playoff, mais moi, il y a quasiment 6 ou 7 équipes où je serais pas choqué de les voir en finale de conf à l'Ouest, tu vois. Tu me dis les Clippers font un gros run, ça me surprend pas non plus. Tu me dis Denver au final, ils cassent la bouche à tout le monde, post-up et tout, ouais. Ouais, peut-être pas 7, mais 5-6, quoi, où je me dis, peut-être qu'ils sont en finale de conf, quoi. Le niveau est fou, hein. Ouais, ça va être très cool. Voici pour le meilleur trophée de meilleur pronostiqueur, c'est Alex. Vous savez tout, vous n'avez même pas besoin de regarder les playoffs, mais si, faites-le quand même. En tout cas, merci beaucoup Alex d'être repassé pour ces trophées bizarres du Basket Lab. Merci Guillaume, c'est un plaisir.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Oui, en effet, j'ai toujours ma voix d'outre-tombe dans les intros et les outros. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était donc notre deuxième salve de trophées. On avait déjà fait avec l'équipe de l'hebdo les trophées habituels. Là, c'était les trophées un peu particuliers à la sauce Basket Lab. Mais, la nouveauté, et je remercie une nouvelle fois Alex de s'être prêté au jeu pour cette deuxième année consécutive. Mais contrairement à d'habitude, on a rajouté aussi une troisième et une quatrième salve de trophées qui vont arriver demain et après-demain. Vous allez voir que ça va être des trophées un peu plus en mode tactique, en mode scouting, un peu en mode geek de tout ceci. Et donc demain, les trophées offensifs de la saison avec plein de catégories pour plein de rôles offensifs différents, de qualités offensives différentes. Vous allez voir, on va dépeindre un peu toute la NBA et rendre hommage à plein d'attaquants et plein de qualités offensives différentes. Ce sera donc demain. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Alex d'être passé sur le Basket Lab une nouvelle fois. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.